Glorieuse imprévisibilité. À force de plus être surpris au cinéma, ce qui arrive hélas de plus en plus souvent, on finit par oublier l'importance de l'effet de surprise. Moi, face à la promo de Doctor Sleep, la suite de Shining, tout ce que je voyais c'était Hollywood essayant de m'enguirlander une énième fois avec une espèce de prototype d'idée pourrie. Ça allait de quoi la suite? Orange Mécanique l'héritage? Docteur Folamour The Beginning? Bref, j'en attendais rien. Glorieuse imprévisibilité. Ben, je sais, je le répète, c'est au contraire ce qu'il faut faire, répéter les choses face au regrettable échec commercial du film. Allez voir Doctor Sleep. Bon, c'est trop tard pour aller le voir au ciné. Téléchargez-le, louez-le, matez Doctor Sleep. Et vous verrez, ça vous passera l'envie de faire ce calembour pourri avec son titre qui ne me trotte plus du tout dans la tête. Salut à toi, tu es sur Full Metal Critique, une toute nouvelle chaîne YouTube dédiée au cinéma. Je suis Al, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve mon fidèle co-animateur Claudius. Aujourd'hui, Doctor Sleep. Mais avant ça, préambule. Pourquoi être profane? C'est peut-être simple, je mets même pas Shining dans mon top 5 de mes Kubrick préférés. Alors, comme tout le monde, j'ai été traumatisé par bien des moments cultes du film. La rivière de sang, les petites jumelles découpées en rondelles, la vieille morue déconfite de la salle de bain. Tout cela est bien imprimé dans ma rétine et restera sans doute à tout jamais. Maintenant, à part ces moments-là, qu'est-ce qu'on a vraiment? Un objet assez théorique et froid, animé essentiellement par A. L'atmosphère oppressante que distille le maître avec ses plans superbement composés, et B. Jack Nicholson pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce que pour moi, l'acteur est autant le moteur du film que son talon d'Achille. Avant de me faire trucider, je m'explique. Comment est-ce que vous voulez m'épouvanter avec une histoire de dégringolade psychologique d'un pauvre gars si ce dernier est joué par un acteur qui a l'air taré dès le départ? La version télé de Shining avait beau être bien pourrie, elle avait au moins un acteur qui correspondait au rôle. Alors attention, j'ai beau trouver le film de Kubrick faillible, à aucun moment je ne nierai sa virtuosité. Aussi ne dirais-je jamais aux gens à qui je recommanderais Doctor Sleep, allez voir Doctor Sleep, c'est aussi génial que le film de Kubrick. Qui y croirait? Personne. Attendre de lui qu'il survive simplement à la comparaison, ça semblait déjà trop, a priori. Il y avait pourtant pire comme type à qui confier la mission que le réalisateur et scénariste Mike Flanagan, parce que les longs métrages Oculus et Hush, ainsi que la série The Haunting of Hill House, au rayon épouvante, ça se défendait plutôt bien. Flanagan avait par ailleurs déjà adapté du Stephen King avec Gerald's Game, un des rares bons films Netflix que j'ai eu l'occasion de voir. Mais là, en plus de devoir réussir une nouvelle adaptation de King, il devait satisfaire les amateurs du roman Shining et les amateurs du film de Kubrick. Double challenge accepted. Les 2 premières heures du film m'ont rappelé un peu le 2010 de Peter Hyams, autre suite à un film de Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace en l'occurrence, qui parvenait à être son propre film vis-à-vis de 2001, en bien plus réussi encore. Alors que j'y croyais pas du tout, je suis quand même allé voir le film, et ce pour une raison essentielle, voir en action le fameux Shining, le pouvoir de Danny Torrance, le môme du premier film, devenu quadragénaire dans celui-ci. Face au film de Kubrick, je pense pas avoir été le seul à m'être demandé à la fin pourquoi ça s'appelle Shining déjà? Pour moi, Kubrick se foutait complètement du don de Danny Torrance, comme il se foutait du fantastique. Tout ce qu'il importait, c'était la folie, et ça donnait quelque chose d'intéressant, je dis pas. Mais quand on voit le film, tout ce qui s'y passe peut être mis sur le compte d'un violent accès de claustrophobie dû à l'isolement. En fait, il aurait été plus légitime que le titre du film soit The Overlook ou Jack Torrance. Je sais, c'est des titres pourris, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou The Axe. The Axe. Ça, c'est pas mal. Oui. Non, il est encore plus pourri que les miens, celui-là. Brr. Du coup, s'il y avait moyen de faire quelque chose cette année, c'était de nous pondre enfin un film qui mérite d'être intitulé Shining. Et c'est ce qu'est exactement Doctor Sleep, film fantastique à 100%. Flanagan ne s'est pas pris la tête. Il n'hésite même pas à expliciter le fonctionnement du Shining, ni même les fantômes de l'Overlook, via un dialogue avec le vieux Dick qui arrive très tôt dans le film. Parfait, plus besoin de mystère de ce côté-là, entrons dans le vif du sujet. Pas mal de monde pensait que l'édition Flanagan plus King allait forcément donner un film d'horreur. Mais Doctor Sleep, quoique une production hollywoodienne, n'est pas un scary movie comme on s'en tape des pelletés dans les circuits mainstream. Flanagan l'exprimera suffisamment lui-même à travers les réactions blasées de sa méchante face à un des meilleurs tours de l'Overlook.
Son film est un thriller fantastique, matiné d'éléments horrifiques. Ces éléments sont bien là, ils produisent leur petit effet, c'est indéniable. Mais par exemple, amateurs de jump scares, passez votre chemin. Le film n'en compte qu'une poignée tout au plus. En gros, c'est pas Annabelle. J'ai lu quelque part une réflexion assez intéressante à ce sujet, disant que en gros, un film d'horreur qui compte un peu trop sur les jumpscares, c'est un peu comme une comédie qui se sentirait obligée de chatouiller son public pour le faire rire. D'ailleurs, l'échec du film est peut-être dû à ça, le fait que les gens s'attendaient à une espèce de ça d'eux. Alors copain, Dune, c'est exactement ce qu'ont dit certaines personnes au sujet de Shining à l'époque de sa sortie. Voilà le bien que ça leur a fait. Ensuite, c'est pas exactement ce qui intéresse Dr. Sleep, flanquer la frousse. Quand on frissonne face à Dr. Sleep, ce n'est pas d'épouvante, mais plus de stupeur. Comme par exemple face à la plus mémorable mise à mort du film. Dr. Sleep est donc un thriller matiné d'horreur, mais aussi une histoire de gens. Je veux pas saouler les gens qui n'ont pas vu la série Hill House, mais une des grandes forces de la série a été d'associer intimement l'épouvante à l'état psychologique de ces personnages, un peu comme le chef-d'œuvre d'Ari Aster, Hérédité. Leur vie, tantôt compliquée, tantôt carrément pourrie, préparait le terrain aux assauts du surnaturel qui faisaient écho à leurs tourments intérieurs. Et il en va de même pour Danny. Mike Flanagan a pris vraiment son temps, tant dans l'écriture des personnages, qui est un peu son dada, que derrière sa caméra, ferme mais posé, pivotant lentement de gauche à droite, alors que le personnage de Danny traverse une pièce à son rythme. Les 2 premières heures du film, sur ces 2h30, ne sont pas de trop du tout. Euh, on peut dire que la première demi-heure prend son temps, c'est vrai, mais comme la plupart des grands romans de Stephen King, passer un petit moment nécessaire au raccrochage de wagon entre le gamin du film et le grand gaillard de Dr. Sleep, on s'attache très vite au personnage qu'on reconnaît, dont on comprend les démons, dont on ressent presque les démons. Autant dire que Danny Torrance est un rôle en or pour Ewan McGregor, qui livre ici une des quelques vraies belles performances de sa carrière. Et puisqu'on parle d'acteurs, la gamine qui joue Ebra, Kylie Curran, topissime. Je m'attendais un peu à ce que son personnage soit le maillon faible du film, comme souvent les gamins le sont dans le cinéma, surtout hollywoodien, et ça n'a pas du tout été le cas. Elle m'a rappelé par son panache le personnage que joue Hailey Stenfield dans le western des frères Coen True Grit. Ebra n'est pas parfaite, heureusement, mais c'est un peu l'anti-boulet par excellence, et on s'attache à elle aussi très rapidement. À présent, prends garde. Oui, oui, bitches. Si Dr. Sleep fonctionne avant tout en tant que tragédie, c'est parce que un des moments les plus forts dramatiquement tient à la lutte littérale que livre Danny contre son démon figuré, l'alcoolisme. Stephen King a dit lui-même que le film de Flanagan est plus sombre que son livre. Faut le faire, sans doute. On peut rétorquer à Stephen King que, en comparaison de Shining, Dr. Sleep est un monument de positive attitude. Shining, version King comme version Kubrick, c'était l'aliénation pure et l'épic fail de Jack Torrance face à ses démons. Dr. Sleep, c'est au contraire l'histoire de Danny Torrance fracassant sa bouteille de whisky contre un mur, et surtout transmettant son éminente leçon à Ebra, qui finit par mesurer l'étendue des enjeux liés à son pouvoir et par embrasser la réalité du monde des esprits. En fait, Dr. Sleep, c'est un film tragique, sans être fataliste, nuance, mais qui reste assez noir pour bien calmer quand même. Qui dit noir dit forcément antagoniste. Pourtant, sur le papier, la petite troupe de bad guys, intitulée le Nevray, qui poursuivent inlassablement Danny et Abra, n'est pas exactement la plus grande force du film, à une exception sur laquelle je reviendrai. C'est une variante sans grande originalité de la communauté itinérante de vampires, remplacer le sang par de la vapeur, autour de laquelle flotte un peu trop d'inconnus, un peu trop pratiques à mon goût, et dont la plupart des membres tiennent sur des tickets de métro. Exemple d'inconnu, pourquoi est-ce que des créatures si anciennes et puissantes vivent dans des roulottes? Entre mille autres questions, hein? À un moment, la méchante Rose the Hat fait l'éloge funèbre d'un de ses sbires, disant qu'il a vu des empires tomber. On n'y croit pas vraiment? En fait, on aurait aimé que le film développe un minimum sur son univers fantastique, ce qu'il ne fait pas du tout. Par exemple, le discours sur la raréfaction de la vapeur dans le monde moderne parce que crise de la spiritualité, c'est in fine assez anecdotique. Par ailleurs, certains reprochent aux antagonistes d'être battus trop facilement. Alors, c'est vrai, mais on peut répondre à cela que ce sont des prédateurs, pas des guerriers, et le prédateur attend un peu que sa pitance surnaturelle lui tombe tout de suite dans le bec. Voilà. Mais ça ne change rien au fait que la menace qu'il représente pour nos héros n'est pas assez grande, et ça peut poser problème. En fait, Ebra, c'est un peu comme Alita dans Battle Angel Alita. Trop balèze, trop vite.
Et avouons quand même que le film aurait gagné à développer Danny la Vipère, qui avait une scène d'introduction pourtant super prometteuse. Peut-être qu'elle a été saquée au montage parce que le film était déjà suffisamment long comme ça. Peut-être est-ce également pour ça que le temps d'antenne du toujours juste Bruce Greenwood est rachitique. Allez savoir. Et c'est là qu'on en arrive à une petite ironie pour une adaptation de roman. C'est que si cette petite cuisine fonctionne du tonnerre malgré tout, c'est grâce à ce qui a été fait après le travail d'adaptation du roman. J'ai nommé la mise en scène super premier degré de Flanagan et le charisme du casting. Ne tournons pas autour du pot. L'actrice Rebecca Ferguson, aperçue dans les derniers Missions Impossibles, est absolument hallucinante dans le rôle de Rose the Hat, gitane diabolique et chef d'une œuvrée. L'actrice campe une parfaite prédatrice qu'elle joue avec un élan assez extraordinaire, porté par un magnétisme hyper sexué de chef de secte. Coiffée d'un chapeau claque, c'est un peu cliché mais on s'en fout, ça claque, constamment pieds nus comme si le monde était sa roulotte. Ce qui aurait rendu son personnage encore plus génial, c'est que l'actrice garde son accent suédois, un peu comme Highlander profitait de l'accent français imbitable de Christophe Lambert, parce que ça rendait ses origines, les origines de son personnage, plus mystérieuses, plutôt que de caster un acteur californien dans le rôle. Avec l'aide de Corbeau, campé par l'intense Zane McClarnon, aperçu dans Westworld, mais aussi dans la très méconnue série policière Longmire, elle compense l'anonymat des autres. Personnellement, j'ai réglé le problème des membres anonymes de la troupe en les voyant comme, tout au plus, de vulgaires ghouls. Des ghouls dotés de parole, évidemment. Dotés de parole et portés par une mise en scène sacrément spectaculaire. Parce que c'est ce qu'il faut au moins pour faire passer une réplique comme They eat screams and drink pain. Non, vraiment, sans cette mise en scène, ces créatures démoniaques buvant la source vitale des gens en brillant des yeux dans la nuit, je les aurais sans doute trouvées ridicules. Comme pas mal de monde, hélas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Mike Flanagan a pris le temps de chiader ses personnages, il a également pris le temps de chiader ses plans. À peu près tout dans son film est d'un excellent goût. Pour se persuader de la plastique superbandante de son film, il suffit d'une scène, ce moment hypnotique où Rose the Hat survole de nuit la moitié du continent américain pour repérer Abra, les lueurs du monde éclairant par vaguelettes le visage de Rebecca Ferguson. Ça avait toutes les chances d'être ridicule, ça l'a pas été. Si le film de Flanagan n'est pas un festival d'épouvante pure, il n'en est pas moins généreux en images mémorables. La scène de l'intronisation de Danny la Vipère donne lieu à quelques plans subjectifs qui ont une sacrée gueule, et c'est moi qui dis ça, je supporte pas ces plans généralement. Et on a pour le coup un festival de scènes hyper atmosphériques, comme la plongée aérienne sur le cortège de caravanes qui longe la route serpentée, bien aidé par la photographie de Michael Fimoniari, le directeur de la photo qui était déjà présent sur Hill House, et qui magnifie avec sa lumière bleutée certaines scènes autrement anecdotiques, comme le réveil de Danny sur une plage à l'aube. Et le travail sur le mixage son est assez extraordinaire, ce dès le départ, avec la chute des cuillères dans la première scène d'Ebra Gamin. Et c'est là qu'on en vient aux battements de cœur, les fameux battements de cœur. Gros cliché et valeur sûre, puisque souvent utilisés au cinéma, mais rarement autant que dans le film de Flanagan. Ça avait toutes les chances, enfin leur recours massif avait toutes les chances de saouler, parce que c'est vraiment un quart, voire un tiers de la bande son du film. Au lieu de ça, non, il porte l'action en baissant et en augmentant de cadence. Flanagan et son équipe ont vraiment fait un super boulot de ce côté-là. Et de leur côté, les Newton Brothers, compositeurs du film, emballent le tout dans une harmonie lugubre et oppressante, et dans un rythme lancinant, obsédant, où ressuscitent les hurlements lointains de la musique de Shining, ses cordes et leurs échos plaintifs. En somme, Dr. Sleep prépare le terrain, lentement mais sûrement, et à la fin, ça paye. Quand résonnent enfin les orgues du thème principal, alors que la caméra survole de nuit le lac du Colorado, aperçu au début du film de Kubrick, en fait le même plan trafiqué, après 2 heures de métrage, on est chauffé à bloc. De la différence entre du bon fanservice et du mauvais fanservice. Alors déjà, le bon fanservice, il tire. Je suis vieux. J'ai dit tout à l'heure que, tel le film de Peter Hyams 2010, celui de 2001, le film de Flanagan arrive à être son propre film vis-à-vis de Shining. Cela implique que dans la dernière demi-heure, c'est un peu moins le cas. Vous savez, l'aspirant climax où Danny et Abra nous font un petit coup de maman j'ai raté l'avion en attirant la vilaine Rose dans une baraque remplie de pièges. Clairement, Dr. Sleep est moins son propre film à ce moment. Flanagan n'a même pas invoqué le spectre de Kubrick, il lui a roulé une pelle.
Jusque-là, les renvois visuels à Shining s'étaient montrés étonnamment rares et seule l'engravure de l'inévitable Red Rum m'avait fait tiquer. Red Rum. La performance de l'actrice qui joue la mère et reproduit parfaitement le timbre de voix de Shelley Duvall. Le retour du personnage de Dick, la pièce où Danny passe son entretien d'embauche, similaire à celle où son père passe le sien au début de Shining. Personnellement, ça m'avait mis d'humeur mélancolique plus qu'autre chose, mélancolique dans le bon sens, aucun parasitage, très bien. Et tout à coup, Danny ouvre les portes de l'Overlook, et c'est le festival. Alors, avant de parler fanservice, une chose que l'on doit reconnaître à King et à Flanagan, c'est d'avoir su justifier parfaitement la logique de ce final. On apprend la logique derrière la stratégie de Danny, et on se dit, ouais, ok, ça se tient. Mais, exactement. Voir la scène où Danny agite sa hache à reculons face à une Rebecca Ferguson qui imite Jack Nicholson, too much. Ou encore le passage grand guignolesque où il se retrouve possédé par les esprits de l'Overlook et traque Ebra avec une hache, too much. Et c'est vraiment la seule partie du film que j'ai profondément détestée. Et c'est vraiment dommage parce que Flanagan, dans ce segment, avait au moins négocié admirablement la confrontation précitée entre Danny et son père, heureusement joué non pas par Jack Nicholson rajeuni numériquement, mais par un vrai acteur. Mais ça ne change rien au fait que Dr. Sleep, au final, est un de ces films dont la fin n'est pas à la hauteur des attentes. Maintenant, certains critiquent le retour à l'Overlook pour son côté fanservice de bas étage. Est-ce du fanservice? Sans aucun doute. Est-ce une mauvaise chose pour autant? Je n'en sais rien. Parce que pour moi, il y a du bon fanservice et du mauvais fanservice. Le mauvais fanservice, c'est quand les responsables du film se focalisent sur les éléments iconiques des précédents opus en se disant que titiller la fibre nostalgique de leur public de moutons suffira, comme ça a été le cas récemment avec l'indécent Star Wars épisode 9. Inversement, le bon fanservice ne va pas agresser la rétine ni les neurones, parce que c'est une gourmandise méritée, une cerise sur un gâteau de qualité. Et Dr. Sleep, malgré ses défauts, est qualifiable de pâtisserie de qualité, qui aurait même pu se passer de la cerise. Finissons avec une rubrique intitulée Oui mais non, ma revue de presse des critiques mises en exergue sur Allociné, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, sinon ce n'est pas drôle. Je précise que ce n'est que mon avis, sur des avis qui n'engagent que moi. Selon Télérama, les aventures spectrales du petit Danny Torrance devenu adulte ont perdu toute leur puissance. Alors au-delà de nos appréciations purement subjectives, c'est pour moi mélanger les torchons et les serviettes. Shining ne racontait pas du tout les aventures spectrales du petit Danny, et Dr. Sleep raconte des aventures bien plus solides que spectrales du vieux Danny. Enfin, vieux, on se comprend. Selon Avoir à lire, Dr. Sleep est une suite grotesque qui n'a rien compris à l'esprit de Shining. Alors, je l'ai moi-même dit, contrairement à Shining, Dr. Sleep ne prétend pas proposer du jamais vu. C'est au contraire un récit super balisé. Je pense que l'auteur de cette critique est au contraire celui qui n'a pas compris l'esprit de Dr. Sleep, en attendant en fait un Overlook 2. Le Figaro, lui, préfère de loin l'hommage ludique de Steven Spielberg, dans son film Ready Player One. Et il dit qu'il voit pas le rapport. Enfin, selon Culture Box, le film de Flanagan est investi d'une référence certes prestigieuse, mais inutile, voire encombrante. C'est une excellente question que voilà. Le film aurait-il tenu sans référence à Shining, avec la même héroïne, voire le même héros en fait, les mêmes protagonistes, les mêmes antagonistes, les mêmes enjeux, simplement étrangers à l'univers de l'Overlook? Probablement, en fait. Ça nous aurait sucré le final à l'Overlook, certes, mais en même temps, ce final n'est même pas dans le bouquin de King, donc pour moi, c'était largement négociable. Dans tous les cas, le film de Flanagan existe de lui-même, c'est pour moi évident, malgré le poids de son héritage, si lourd soit-il. Dr. Sleep, en somme, pas un chef-d'œuvre, mais un des meilleurs films de 2019 dans mes registres. Je m'attendais à un Carrie 2. À la place, j'ai eu droit à un spectacle qui aurait pu légitimement s'appeler Shining l'épilogue. J'ai dit tout à l'heure que Flanagan a fait un film fantastique, davantage qu'horrifique. J'irai plus loin. Le gars a fait un film de super-héros incassable avec de la télépathie et de la télékinésie à la place de l'invincibilité.
Vous connaissez Doctor Strange, qui nous a pondu Doctor Sleep, personnage tourmenté, rejetant ses pouvoirs, puis finissant par les embrasser pour servir le bien. Et en plus, Rose the Hat faisait une némésis quasi iconique, désolé. Vraiment, je comprends pas pourquoi ce putain de film s'est planté au box-office. Enfin si je comprends, mais ça reste une aberration. Donc, ma conclusion, matez Doctor Sleep. Matez Doctor Sleep. Matez Doctor Sleep. Voilà, chers internautes, c'était ma critique de Doctor Sleep, film auquel je donne la note de 8 manchots sur 10, ce qui est la première bonne note de ma chaîne. Ça se fête. Et toi, tu lui donnes combien? Ah ouais, lui aussi. Bon, ben que demande le peuple? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que je l'ai pas entendu moufter, le manchot, il a dû bien flipper. Si la vidéo t'a plu, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, soyons fous, voire à profiter de ta condition d'homme ou de femme libre en commentant ci-dessous. Tu peux écrire ce que tu veux. En attendant, namasté and good luck. Un petit mot en guise d'épilogue au sujet de la version longue du film, qui dure quand même 3 heures, et se trouve sur les éditions DVD et Blu-ray US, bientôt françaises, je crois, au mois de mars. Alors, ça a été une petite déception en ce qui me concerne. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je me suis imaginé que les personnages secondaires comme Andy la Vipère étaient sous-développés parce qu'ils avaient été sucrés au montage. Du coup, en apprenant que cette version faisait une demi-heure de plus, je me suis pris à espérer, forcément. Et si la troupe du Nevray était cette fois-ci développée de façon satisfaisante? Et si Ewan McGregor avait une scène de plus avec Cliff Curtis pour montrer à quel point ils sont super copains? Et si... Or, rien de tout cela. Ou presque. La majeure partie de cette demi-heure supplémentaire n'apporte rien de capital. Elle est constituée de prolongements de séquences déjà présentes dans la version ciné, et d'un nombre de nouvelles scènes notables, mais moindres que ce à quoi je m'attendais personnellement. Certains de ces ajouts souffrent de bavardage superflu. Je pense notamment à la version longue de la première scène entre Danny, Garçon et Dick. La question des méchants. On a droit à une meilleure présentation du Nevray à l'occasion du prolongement de la scène du réveil d'Andy la Vipère sur la plage. C'est bien. Mais cette dernière, comme les anonymes de la troupe, resteront cruellement sous-développées. Au moins, Rose the Hat et Rebecca Ferguson gagnent quelques minutes avec des scènes pas vraiment utiles à l'intrigue, mais où cette dernière déploie son charisme sur lequel je me suis déjà suffisamment répandu. Donc je ne me suis pas vraiment plaint. Autant dire par exemple qu'on a droit à encore plus de « Hi there ». Oh, et là on a droit à la réplique « And you're the Queen Bitch of all time ». Quoique j'aurais préféré la version du roman « She's the Queen Bitch of Castle Hell ». Je sais pas, ça me parle plus. En parlant de Billy, c'est le seul personnage à tirer un profit minimum de cette Director's Cut. Il est généralement de la partie dans les minutes supplémentaires que l'on passe avec Rose, trimballant avec lui sa cool attitude, un peu mystique. Peut-être que je dis ça juste parce qu'il est indien, allez savoir. Franchement, j'aurais préféré que Flanagan réserve ses minutes au reste, même si la version longue du face-à-face entre Danny et Jack Torrance au bar de l'Overlook est quand même assez forte. Et se finit dans une pièce de l'hôtel que je m'attendais pas du tout à voir. C'est juste pas indispensable. En parlant de fanservice, ce dernier est lui aussi amplifié. C'est cool de voir davantage de la mère de Danny, avec cette actrice qui imite super bien Shelley Duvall, mais Flanagan a fait répéter Doc à l'actrice à peu près 4000 fois, Doc étant le petit nom qu'elle donne à son fils. C'était un peu lourd à la fin. Au chapitre des plus, citons l'extension des scènes assez touchantes entre Danny et les vieillards mourants de la maison de retraite où ils travaillent. Toujours ça de prix, puisque c'est seulement là qu'est abordé le nom de Docteur Sommeil, quand même le titre du film, hein. Et on passe un peu plus de temps avec Ebra petite fille, qui est trop mignonne, et donc avec ses parents, rien qui change la donne pour ces derniers, mais c'est pas mauvais à prendre. Même si ça nous vaut une scène de piano complètement what the fuck. En conclusion, avec sa valeur ajoutée limitée, Doctor Sleep Director's Cut, c'est pas exactement Apocalypse Now Redux. L'amateur du film suivra le tout sans déplaisir, s'il a 3 heures devant lui, hein, mais comprendra sans mal que ces moments aient été sucrés au montage.